Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette édition. En Somalie, dans la ville de Baidoa, au moins 40 personnes ont été tuées dans des attaques contre 2 restaurants populaires. Les pays contributeurs de la mission de l'Union africaine en Somalie se réunissent en sommet. L'Union africaine a annoncé le prochain déploiement de 200 observateurs au Burundi, pays qui connaît une grave crise politique. Le travail préparatoire pour l'établissement de la première filiale de la banque silo-congolaise d'Afrique a commencé. Et enfin, l'Algérie redoute de se retrouver bientôt confrontée à une très grave sécheresse. À la une de cette édition, la police somalienne a déclaré qu'au moins 40 personnes avaient été tuées dans des attaques contre 2 restaurants populaires dans la ville de Baidoa. L'un des restaurants a été ciblé par une voiture piégée et un kamikaze s'est fait exploser dans l'autre. Au moins 20 personnes sont blessées. Personne n'a revendiqué la responsabilité de ces attaques, mais le groupe Al-Shabaab a déjà réalisé de nombreux attentats similaires en Somalie. Le sommet de la mission de maintien de paix de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, est d'une importance primordiale. Les Somaliens perdent confiance en l'AMISOM tandis que les Shabab multiplient les attaques meurtrières et la violence entre clans s'aggrave. Une série d'attentats a récemment été perpétrés en Somalie et l'une des plus meurtrières était contre les soldats kenyans qui font partie de l'AMISOM. Même si l'AMISOM a connu des succès, l'opinion publique s'est transformée. La majorité des Somaliens pensent que les soldats de l'AMISOM ne sont pas sincères dans la lutte contre les Shabab. La raison pour laquelle l'AMISOM perd petit à petit le soutien de la population locale, c'est parce que ces 22 000 soldats n'ont pas réalisé de grands progrès au cours de ces 9 dernières années. Des affrontements entre clans à propos de la propriété de terre continuent de se produire dans certaines régions et compliquent la situation en Somalie. La raison principale pour laquelle l'AMISOM n'obtient pas de résultats est les clans en Somalie qui s'affrontent pour acquérir le contrôle de certaines parties du pays. Mogadiscio est une ville cosmopolite, elle a été facile à libérer, mais en dehors de la capitale, l'AMISOM doit faire face à des défis importants. La rivalité entre clans a fortement affecté les opérations de l'AMISOM. Les autorités cherchent des solutions et l'une des solutions proposées est d'intégrer les milices issues des clans à l'armée nationale. Cependant, cela prendra du temps et de l'argent. L'Union africaine a envoyé 100 observateurs des droits de l'homme et 100 observateurs militaires au Burundi, a déclaré le président sud-africain samedi, après un voyage dans ce pays qui connaît sa pire crise depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. Jacob Zuma a fait un discours au nom de la délégation des chefs d'État africains qu'il dirige. Il n'a toutefois pas mentionné la date du déploiement de ses observateurs. 400 personnes ont été tuées dans le pays depuis avril. Le gouvernement du Burundi s'est engagé comme suite. Le gouvernement va continuer à prendre des mesures pour commencer à ouvrir l'espace pour l'activité politique pour le peuple du Burundi et permettre la liberté des médias. L'Union africaine va déployer 100 observateurs des droits de l'homme pour surveiller le déroulement de la situation. La décision d'envoyer des observateurs suggère un compromis avec le président burundais Pierre Nkurunziza qui a provoqué la crise en avril en annonçant qu'il se représentait à un 3e mandat. Il a gagné les élections en juillet et provoqué des manifestations violentes. La nouvelle initiative est bien moins ambitieuse que le plan initial de l'UA d'envoyer 5000 soldats de maintien de la paix, refusé par le gouvernement Nkurunziza. Les détails de la nouvelle mission ne sont pas clairs. Les diplomates disent que d'autres observateurs envoyés cette année ont été bloqués, incapables de sortir de leurs hôtels car le Burundi avait refusé de signer le mémorandum les autorisant à agir. Les avocats du leader de l'opposition ougandaise, Kizza Besigye, ont déclaré être prêts à contester les résultats de la récente élection présidentielle qui a vu la large victoire du président Yoweri Museveni.
Un autre blocus policier dans la capitale ougandaise, Kampala. L'ancien Premier ministre ougandais et également candidat à la présidentielle, Amama Mbabazi, s'est vu empêché de rejoindre le leader de l'opposition, le docteur Kizza Besigye. La police lui a donné l'ordre de rentrer chez lui. La police a reçu des renseignements selon lesquels ma vie serait en danger si je me rendais chez le docteur Besigye. Le docteur Besigye n'est pas mon ennemi. Si la police détenait cette information, il aurait été préférable qu'elle l'ait partagée avec moi avant. Quelques heures plus tard, le maire élu de Kampala s'est également vu interdire l'accès au logement du docteur Besigye. Le docteur Besigye, qui s'est présenté 4 fois à la présidentielle, a été plusieurs fois détenu puis relâché après l'annonce des résultats du scrutin de 2016. Il affirme que les résultats ont été truqués et demeure actuellement en résidence surveillée. Ils veulent le garder en détention, car ils lui ont volé sa victoire. Mais selon la police, le docteur Besigye aurait planifié d'organiser des manifestations violentes dans la capitale. Une équipe d'avocats a été rassemblée pour contester les résultats du scrutin présidentiel et les arrestations des membres des partis d'opposition. Le président ougandais Yoweri Museveni a remporté l'élection, prolongeant ainsi ses 30 années de règne. Son parti a exhorté les membres des partis d'opposition d'avoir recours à des moyens légaux. Le principal parti de l'opposition ougandaise maintient sa position qui est de rejeter les résultats de l'élection présidentielle. Leur espoir se trouve à présent dans les tribunaux, mais certains analystes ont d'ores et déjà décrit que cette voie serait difficile. En Afrique centrale à présent, où la Chine et la République du Congo ont conjointement établi la Banque sino-congolaise d'Afrique. Le travail préparatoire pour la banque a commencé. C'est la première banque chinoise à développer ses activités dans la région d'Afrique centrale. La première filiale en Afrique du groupe bancaire chinois, la Banque sino-congolaise d'Afrique, sera construite dans la capitale du Congo, Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso a posé la première pierre du bâtiment qui accueillera la banque. En mars 2013, durant la visite du président chinois Xi Jinping au Congo, le président Denis Sassou Nguesso avait proposé la formation d'une banque d'affaires commune afin de promouvoir le développement financier du pays. Nous accueillons avec les bras ouverts l'établissement de la Banque sino-congolaise d'Afrique. Comme je l'ai mentionné dans un discours ce matin, l'ouverture de la Banque sino-congolaise d'Afrique est ce que nous avons attendu 50 ans et maintenant elle est enfin réalisée. Nous nous réjouissons. Le président Denis Sassou Nguesso a lui-même participé à la cérémonie. Cela montre qu'il accorde un grand intérêt à ce projet. La Banque agricole de Chine est un grand actionnaire de la Banque sino-congolaise d'Afrique. Elle offrira des systèmes d'information complets, la formation du personnel, le management et le soutien technique. Selon le gouverneur adjoint de la Banque agricole de Chine, Gong Chao, le soutien améliorera grandement l'industrie financière du Congo et encouragera le développement économique du pays. Après l'achèvement, je veux que la banque devienne un pont et un lien pour la coopération Chine-Afrique pour promouvoir le développement économique, servir le peuple de Congo-Brazzaville et promouvoir la relation amicale entre la Chine et le Congo. Je vais aussi améliorer la coopération stratégique bilatérale entre les deux pays. La Banque agricole est l'un des plus grands groupes bancaires chinois avec des filiales à Tokyo, Singapour, Dubaï, Francfort, New York et Sydney. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a lancé au Caire le plan intitulé Égypte Vision 2030. Le programme a pour but de formuler un projet de développement durable basé sur la jeunesse du pays. Il sera mis en œuvre quels que soient les changements de gouvernement ou de présidence. Cette stratégie a aussi pour objectif de redonner à l'Égypte son rôle historique de leader du monde arabe et d'apporter des conditions de vie décentes à ses citoyens. La population égyptienne pourrait presque doubler d'ici 2030. Et c'est pourquoi le plan Égypte Vision 2030 a été lancé pour s'assurer que l'économie puisse survenir à cette augmentation vertigineuse de la population. 15 ans d'avance, c'est raisonnable quand on compare avec la stratégie de développement de l'Union africaine qui se projette jusqu'en 2063. La stratégie égyptienne est globale et comprend 10 points dont les plus importants sont l'éducation et la santé. Le gouvernement prévoit aussi de tirer bénéfice d'une population dont les 2/3 sont des jeunes. Il va encourager les jeunes à rejoindre les petites et moyennes entreprises.
Nous allons complètement réorganiser le système de prêts dans le secteur financier. Nos banques publiques ont des actifs d'État pour près de 600 milliards de livres, 90 milliards de dollars. Nous avons donné l'ordre que dorénavant, avec ces 600 milliards de livres, l'objectif prioritaire de ces banques sera de prêter l'argent aux petites et moyennes entreprises. Notre objectif, c'est le développement et c'est de servir la jeunesse égyptienne. Le président égyptien est convaincu qu'il faut améliorer les conditions de vie des plus pauvres. 50% de l'Égypte, c'est des bidonvilles. Et on veut me parler de justice sociale? Nous avons 4500 villages pauvres en Égypte. Si nous ne faisons rien maintenant, nous aurons 35 000 villages pauvres dans 15 ans. Les représentants du gouvernement parlent de projets d'infrastructures à des centaines de milliards de dollars qui seraient en cours de réalisation. Mais le président a rappelé que le terrorisme avait nui au progrès. Ceux qui frappent le tourisme en Égypte, pourquoi font-ils ça? Ils le font pour que les gens se révoltent. Le secteur du tourisme a apporté 14 milliards de dollars de revenus et nous avons besoin de chacun de ces dollars pour financer nos besoins les plus fondamentaux. L'Égypte s'attend à doubler son PIB en 10 ans en visant une croissance annuelle de 7,5%. C'est un plan très ambitieux, sachant que des secteurs vitaux comme le tourisme et l'industrie ont récemment connu des pertes très lourdes. Après plusieurs mois d'absence de la pluie, les agriculteurs appréhendent une éventuelle sécheresse. Le déficit pluviométrique et les températures douces qui ont marqué les 3 derniers mois en inquiètent plus d'un. Une situation qui a d'ailleurs engendré de nombreux problèmes de travaux agricoles, notamment l'assèchement des sols en surface. Les agriculteurs sont ainsi les premiers à souffrir de cette situation problématique. Labourer les terres devient très difficile et les nouvelles cultures peinent à pousser et à se développer. Cette année fut exceptionnelle. Des mois d'hiver très doux, sans pluie ni neige. Mais la sécheresse inquiète le monde agricole, même si la cote d'alerte n'a pas encore été atteinte. Une sévère sécheresse sévit sur la plupart des régions du nord de l'Algérie, suscitant l'inquiétude des paysans qui commencent à être envahis par le doute. Le manque de pluie est accompagné d'une remarquable douceur avec des températures très élevées pour la saison, faisant de ces mois les plus doux dont se rappellent les opérateurs du secteur agricole. De nombreux experts soulignent que la raison principale de cette sécheresse s'explique par le réchauffement climatique. Donc, ces 3 dernières années, concernant les températures, donc on a remarqué une augmentation des températures, surtout en termes de fréquence du nombre de jours dépassant un certain seuil. Par exemple, cet été, les températures au-dessus du seuil de 32 degrés Celsius, donc c'est tout le mois de juillet qui a été au-dessus de 32 degrés Celsius. Alors que pour les précipitations, donc on a une tendance à la baisse, et surtout ces dernières années. L'inquiétude est d'autant plus grande que ce manque de pluie survient à un moment crucial de la saison, celui où la température commence à monter, alors que les plants ont besoin d'eau pour assurer un bon développement. C'est la menace la plus redoutée chez les agriculteurs, la sécheresse de fin de saison, qui peut transformer une saison prometteuse en cauchemar. C'est en cette période, à savoir l'hiver, que le manque d'eau serait fatal pour les récoltes. En effet, le manque d'eau a influé sur les prix des fruits et légumes au niveau des marchés. Cette année est très différente des années précédentes en termes de précipitations. Il pleut rarement, le climat est chaud, comme si nous étions au mois d'août alors que nous sommes en février. Cela a conduit à une hausse des prix des légumes et des fruits. Nous sommes très inquiets en raison de ce manque de pluie et de la hausse des températures. Des tremblements de terre se produisent aussi de temps à autre. Le climat de cette année sera inscrit dans l'histoire. En Afrique de l'Ouest est apparu depuis quelques années un nouveau type d'architecture, la voûte nubienne. Un habitat traditionnel originaire d'Égypte conquiert petit à petit plusieurs régions du Sahel. Découvrons pourquoi en images. Bâtir l'avenir avec des solutions inspirées du passé. Les conséquences du réchauffement climatique ont permis dans les régions du Sahel en Afrique de l'Ouest de poser un nouveau regard sur des constructions traditionnelles appelées voûtes nubiennes. Leur conception permet de réguler naturellement l'humidité et la chaleur. D'origine égyptienne, ces types de bâtiments sont adaptés à de nombreuses populations. Vous n'avez pas non plus besoin de recourir à des matériaux modernes qui sont souvent chers,
souvent polluants, qui ont pollué d'ailleurs à la fabrication et à leur acheminement sur le site de construction. Donc avec la voûte nubienne, vous pouvez construire avec les ressources que vous avez sur place. Vous vous permettez donc de préserver l'environnement. En quelque sorte, vous jouez donc sur à la fois l'atténuation au changement climatique et à l'adaptation à ces changements climatiques, puisque vous vous trouvez donc dans un bâtiment adapté au contexte local, donc au climat sahélien. La simplicité et la rapidité de leur construction ainsi que le faible coût des matériaux et du travail convainquent les populations. Et cerise sur le gâteau, ces maisons sont confortables. Avant, notre maison était faite d'un toit en tôle et quand il faisait chaud, on ne pouvait rentrer dedans. On avait des ventilateurs, mais depuis que nous avons construit la voûte nubienne, nous sommes protégés de la chaleur. Il fait si bon à l'intérieur. Et en plus, notre maison a des espaces réservés, tels que des armoires pour ranger nos affaires. Au début, je doutais un peu, mais après, quand j'ai réfléchi et j'ai regardé l'originalité du travail et que tout est fait à partir d'ici, bon, je me suis dit on va se lancer à ça. Sur le côté économique, c'est plus rentable que de construire en ciment. Les projets de voûte nubienne ont connu un succès remarquable au Burkina Faso. Afin de faire connaître ce type de logement au Sénégal, l'association La Voûte Nubienne a emmené un maître maçon burkinabé pour former les maçons locaux. Sur mon chantier, moi j'ai employé 10 apprentis sénégalais, des maçons locaux. Et je les apprends à la technique voûte nubienne. Donc actuellement je peux dire qu'il y a un qui est classé, qui est qualifié, quoi. C'est un classe 4, et puis il y a un classe 3, et puis un classe 2. Donc je pense qu'avec les classes 3, classe 2... L'association a mis en place des programmes au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Ghana et au Bénin, qui ont permis de construire quelques 1500 bâtiments. On est à 70 bâtiments qui ont été achevés. Ça s'est fait entre 2007 et 2015. Au jour d'aujourd'hui, on a 7 chantiers en cours et prévus sur le Sénégal, mais on a en plus de ça 11 clients qui sont en attente, c'est-à-dire ils sont en discussion, en validation de plans, de devis. Adorable, simple, pratique et verte. Cette forme d'architecture traditionnelle, remise au goût du jour et exportée hors de sa région d'origine, pourrait donc bientôt faire partie des paysages de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. La liberté de pouvoir s'exprimer sans être jugé, voilà ce qu'offre aux habitants de Johannesburg, en Afrique du Sud, l'activité Secret Sunrise. Il s'agit d'une pratique de relaxation et de bien-être qui s'appuie sur des techniques de yoga et de danse méditative. Rien ne vaut le doux son de la musique pour bien démarrer la journée. Secret Sunrise est une combinaison de yoga et de danse méditative. Il s'agit d'une nouvelle tendance urbaine où près de 300 personnes dansent en silence. Elle est destinée à ceux qui ont besoin d'une pause dans leur vie stressante à Johannesburg. On se sent en extase, bien heureux et engagé. Oui, vraiment heureux et plein d'énergie. Prêt à affronter une nouvelle journée. Rester positif pendant toute la journée, ça fait du bien. Nous pensons qu'il est important d'avoir du plaisir, de le faire de manière sobre et de créer des espaces où on peut se sentir soi-même, s'exprimer, d'être un peu ridicule et puéril, mais au fond de se connecter avec les gens autour de vous. Nous vivons dans de petites boîtes et nous essayons de briser ces boîtes. C'est agréable de se relier avec tout le monde et tout simplement de s'ouvrir davantage. On ne se sent pas jugé ici et c'est très appréciable. Au cours de l'heure que dure la session, les participants rampent sur le sol, forment des lignes ou même des cercles. L'utilisation de casques Bluetooth octroie une grande liberté de mouvement et permet aux participants d'éliminer le stress de la journée. Le fait d'avoir recours à des casques permet de créer un espace réellement sans danger. Vous ne ressentez pas l'envie de discuter avec tout le monde et vous pouvez véritablement vous connecter avec vous-même et avec les autres d'une manière non verbale. Dans une ville trépidante telle que Johannesburg, c'est une excellente manière de démarrer la journée ou prendre son temps. Je suis là pour chaque secret sans risque, car comment dire, c'est ce qui est. C'est un sentiment qui vous prend, vous faites ce que vous devez faire. Vous vous laissez aller et vous vous laissez emporter.
Les conservateurs ougandais s'inquiètent du déclin de la population de chimpanzés dans le pays en raison de l'activité humaine. Les humains poussent les chimpanzés à fuir leur habitat et à être exposés aux braconniers. Les chimpanzés sont recueillis dans des lieux comme ce sanctuaire du centre de l'Ouganda. La mère et l'enfant, cette femelle chimpanzé a été sauvée des braconniers. Le nouveau-né porte à 49 la population de ce sanctuaire. Les conservateurs disent que c'est un petit pourcentage de cette espèce en danger. L'Ouganda abrite 5000 chimpanzés dans la nature et c'est pourquoi notre attention se porte envers ces espèces en danger. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, nous risquons de les perdre dans quelques années. La pression augmente sur les ressources naturelles et cela explique la diminution du nombre de chimpanzés. Et à mesure que la forêt disparaît, les animaux sont plus vulnérables face aux braconniers. Les conservateurs regardent aussi la possibilité de travailler avec des communautés avant de réintégrer les chimpanzés dans leur habitat naturel. Le seul plan que nous ayons est de les réintroduire dans la nature, mais ils se sont déshabitués. Il est difficile de les réintroduire comme ça, loin des communautés humaines. En 2012, les autorités du Soudan du Sud ont intercepté 4 chimpanzés en transit vers le Moyen-Orient. Ils ont depuis été intégrés au sanctuaire. Notre but est de garantir qu'ils sont à l'abri dans leur habitat naturel. Et nous ne voulons pas conserver ce sanctuaire pendant trop longtemps. J'espère qu'un jour, ils seront tous retournés dans la nature. Mais la lutte doit continuer et les chimpanzés continueront encore longtemps à vivre dans ce sanctuaire, faute de mieux. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.